dans le point lecture de septembre. Vivi, on y est arrivé. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour résumer? Deux coups de cœur et un bijou. Le reste est pas mauvais. Bon. Alors, tout d'abord, je vais vous mettre une vignette à l'écran. Vous n'entendrez donc que ma douce et tendre voix. Parce que lors de la pile à lire de septembre, je pense que je vous en ai parlé, je vous ai dit qu'il y avait 9 autres romans que j'avais présélectionnés cet été quand je les avais vus sortir. Et que je voulais les lire absolument, mais j'ai fait un tri. Parce que à un moment donné, il faut faire du tri dans les parutions. Parce que c'était pas possible financièrement d'acheter 15 bouquins entre septembre et enfin mi-août, mi-septembre. Parce que en gros, en faisant les calculs, ça a tablé entre 280 et 350 euros sur un mois. Alors peut-être que certains d'entre vous peuvent le faire sur un mois, et tant mieux pour vous, mais moi, perso, non, ça me grève le budget, et ce n'était pas mon budget du mois de septembre, qui était que pour la rentrée littéraire, et déjà que j'ai un tout petit peu dépassé, donc voilà. Alors comme j'ai dit, amplement réfléchi à ce que, en gros, j'allais faire, voilà, aux livres que j'allais prendre en priorité. Donc vous les avez vus sur la pile de septembre, mais je voulais vous montrer les 9 autres, parce que vous allez les voir entre, allez, en gros janvier et avril. Je vais essayer, je pense, facilement peut-être pas, mais je vais essayer de les trouver de seconde main. Voilà, ou à des prix plus abordables. Alors si je m'y prends en novembre et décembre, je pense que je devrais pouvoir les trouver facilement. En tous les cas, les premiers que je trouverai seront les premiers que je prendrai. Mais voilà, c'était quand même dans ma sélection de la rentrée littéraire, et je voulais vous en parler. Alors, je vais mettre la vignette maintenant. Magique, et donc vous allez entendre que ma douce voix, parce que moi je prends ma feuille, parce que sinon si je prends pas la feuille, je ne vois pas. Alors le premier que je voulais lire parce que je l'avais repéré, c'est donc Jean de La Fontaine, portrait d'un pommier en fleurs, donc de Jean-Michel de La Comté. Donc vous avez les étiquettes, hein, donc vous voyez à peu près de quoi ça parle. Enfin, comment est la couverture, pardon, de quoi ça parle. Non, on voit pas de quoi ça parle, Lisa, imbécile, on voit la couverture. Enfin déjà, voilà, premièrement, de La Fontaine, de La Comté me plaît beaucoup comme écriture et comme façon de faire. Et puis, voilà, il revoit la biographie de La Fontaine, qu'on connaît quand même, par rapport à ses œuvres et en collant avec sa vie. Le deuxième s'appelle Ceux qui ne meurent jamais, donc de Dana Grigorcea. Alors, il va avoir, c'est évidemment en Transylvanie, il va avoir un meurtre qui ressemble grandement à ce que pourrait faire Vlad l'Empaleur. Voilà, ça c'est fait. Non mais il faut me vendre, quoi, voilà. Le troisième, c'est parce que j'ai déjà des orientales à lire, que l'on m'a offert il y a exactement 3 jours. Oui, il y a quelqu'un à qui je dis « Ah, je vais lire Javadi au mois de machin, il faut que j'achète des orientales. » Et le dernier, on m'a acheté des orientales. Voilà, c'est pas du tout quelqu'un du réseau livre et tout, hein, c'est quelqu'un de l'extérieur. Et donc je vais lire La dernière place de Negar Javadi, dont j'avais adoré, vous le rappelez, ça faisait partie de mes coups de cœur, son livre Les Arènes. J'ai des orientales, donc je me ferai un début de mois Javadi, je ne sais pas quand, mais ce sera début du premier trimestre, au premier trimestre, je pense. Ensuite, 4 que j'avais repéré parce que j'avais lu certaines de ses lettres à sa maman, c'est Walt Whitman, donc ça c'est Tant que durera la guerre. Alors en fait c'est des lettres qu'il a écrites à sa mère alors qu'il cherchait son frère sur les champs de bataille de la guerre de sécession, et il est assez critique quand même sur la guerre de sécession. Alors ce que j'avais lu m'avait beaucoup plu parce que j'avais des potes qui faisaient littérature américaine, hein, aux États-Unis, et que Walt Whitman est un de mes poètes américains, avec Frost, hétéro, préféré. Voilà, donc voilà. Quand j'ai vu Walt Whitman, pareil que De La Fontaine, hein, wouh, j'ai fait wouh, il me le faut. Cinquième, ouais, alors là on redescend, hein, en tous les cas c'est pas drôle. Ça s'appelle Derrière la clôture verte, survivre à Treblinka, donc de Richard Glaser. En fait c'est quelqu'un qui a survécu déjà au ghetto de Theresienstadt. Autant vous dire que Treblinka n'a pas dû être une partie de plaisir non plus.
Voilà, mais bon, vous connaissez mon appétence pour cette période, alors ça ne vous surprendra même pas. Sixième, et alors là, celui-là, je voulais absolument le lire. Il a été longuement en pourparlers, et pour être honnête, hein, il a été longuement en pourparlers avec le dernier Luz Eldridge. Voilà, parce que mes potes m'en ont parlé, m'ont dit que c'était une petite merveille de critique sociale. Oh, il faut que tu le lises. En plus, j'ai une de mes amies qui habite à Boston et donc elle m'a dit, oh, il faut que tu le lises. Ça se passe vers Boston. Il faut que tu le lises. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais ma fan girl de Louise Eldridge a fait que, ben, malheureusement, pour celui-là, j'ai choisi Louise Eldridge en septembre et je lirai celui-là après. Donc ça s'appelle Le monde de la berge fleurie. C'est de Atticus Leach et donc on m'a dit que c'était un très 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 bon, donc visiblement ça part bien. Celui-là, pareil, on me l'a recommandé, pareil, donc c'est rien, c'est Hux hein, qui se plaint, donc voilà, appelez la SPA, il est malheureux. Ça s'appelle De braves et honnêtes meurtriers de Ingo Schulze. Donc pareil, hein, on me l'a recommandé, mes potes de Berlin m'ont dit voilà lire, voilà lire, voilà lire. J'ai dit oui, 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 on va le lire dès qu'on aura 5 minutes, hein, on va se calmer déjà. Voilà, mais je sais que les personnes qui m'ont recommandé ces deux livres-là, je les connais, on a beaucoup de goûts en commun, même si on n'a pas les mêmes goûts certaines fois, mais quand ils me disent il faut que tu y ailles, c'est vraiment très bon. Ils m'ont jamais déçu. Hein, voilà, le dernier que un des deux Allemands m'a recommandé, c'était quand même Lila Rouge. Voilà, où il m'a dit la même chose. Il m'a dit faut y aller, faut y aller, faut y aller, donc faut y aller. Voilà, il faut y aller. Donc on ira. Ah, on ira. Ensuite, David Le Bailly, donc ça s'appelle Hôtel de la folie. Alors c'est pas pour le thème de livre. Et d'ailleurs, c'est le premier qui est parti sur la liste de 2024. Mais c'est parce que j'avais beaucoup aimé, et je pense que vous vous en rappelez, parce que ça faisait partie de mes coups de cœur, le dernier de Le Bailly qui parlait du frère de Arthur Rimbaud, donc de Frédéric Rimbaud, qui s'appelait donc L'autre Rimbaud, et je ne saurais que vous recommander de lire L'autre Rimbaud de David Le Bailly, qui est vraiment une petite merveille absolue. Enfin, en tous les cas, moi, j'avais déjà un sérieux crush pour le frère de Arthur, même si j'adore Arthur, hein, vous le savez. Mais là, ça avait fini de me convaincre qu'entre les deux frères, je pense que j'aurais épousé Frédéric. Ah bah, comment vous dire qu'en vieillissant, vous avez des goûts qui changent? Enfin, non, enfin, bon, bref. Oh, peut-être les deux. Gourmande Lisa. Et dernier, donc bah, j'avais adoré Hamnet, enfin beaucoup aimé Hamnet, vous le savez, de Maggie O'Farrell, et comme elle sortait un dernier ouvrage qui s'appelle Le portrait de mariage, et qui se passe, si je me souviens bien, dans la Renaissance aussi. Et donc ça faisait deux renaissances avec celui de Binet, donc bah, je l'ai renvoyé au début de l'année, pas au calendrier grec, hein, mais au début de l'année prochaine. Donc voilà. Donc ça, c'était donc les livres que vous allez voir sur cette chaîne au début de 2024. Donc voilà, vous les avez eus à l'écran, ce qui est pas mal. Je repose mon pot et papier. Vous les avez vus à l'écran, ce qui est pas mal du tout, et comme ça au moins vous pouvez vous faire une vision de ce que je vais à peu près lire. Alors il y en aura d'autres hein, qui vont arriver évidemment, mais ceux-là c'est évident, c'est voilà, ils sont pas déjà achetés comme je vous l'ai dit, mais ils sont déjà calibrés. Après ça sera au fil de l'eau, c'est-à-dire si en janvier j'ai envie de lire celui-là plutôt que celui-là, ou quand je les aurai trouvés, je me dirai peut-être ah ben non finalement je vais lire celui-là premier en dernier, voilà, on verra. Voilà, je n'ai pas fait ma pile de janvier, vous imaginez bien. Ah, je commence un peu à regarder la ligne, ce que je peux mettre, tricher pour celle du Black November. Alors, d'ailleurs, je vais tricher tout le long du mois, je crois, parce que j'ai cru comprendre, je n'ai pratiquement que très peu de consignes où je peux tricher en trichant beaucoup. Mais je vais les rentrer quand même. De toute façon, j'ai des livres qui me restent, donc il faudra que je les lise. Donc on commence tout de suite, après cette très longue introduction, mais ça parlait de rentrée littéraire et de bouquins. Voilà, on va passer à ce que j'ai lu au mois de septembre. Donc, premier livre que j'ai lu au mois de septembre, Perspective, donc de Laurent Binet, c'est chez donc Grasset. Alors, Laurent Binet est aléatoire comme auteur. Il peut faire un livre absolument génial, puis un livre où
bah, y a une partie qui est vraiment très bien, et tout d'un coup c'est what the fuck, donc je cite Civilisation, parce que la quatrième partie, moi, perso, c'est celle qui m'a fait vraiment faire redescendre le livre, parce qu'il était parti pour être un truc génial, et j'ai pas compris la quatrième, enfin j'ai compris, mais j'ai pas apprécié la quatrième. Euh, et après, il fait des trucs très très bons tout d'un coup, puis mais où il manque un truc pour aller à l'excellence. Et quelquefois, il fait un bouquin où c'est bien, mais c'est pas, voilà, c'est oubliable. Perspective fait partie de cela qui c'est, voilà. Alors, le point de départ est vraiment bien. C'est un roman épistolaire. Moi, j'aime bien ce genre de truc. En plus, on sent en lisant que Laurent Binet s'est fait extrêmement plaisir à écrire ce roman. Non, mais je vous assure, ça se sent dans son écriture, ça se sent dans ses tournures de phrases, ça se sent. Voilà, ça se sent qu'il s'est éclaté à écrire ça. Donc, nous sommes dans la Renaissance à Florence, avec les guerres de pouvoir, les guerres d'art, les guerres de famille, etc. Donc voilà, l'Italie, plusieurs duchés, etc. Et Cosimo de Médicis est le duc de Florence, qui essaye de marier sa fille par alliance à un autre, parce que tout le monde, plus ou moins tous les ducs et machin, tout ça, ils se font un peu la guéguerre, bien attisés, hein, en cela, par Madame Catherine de Médicis, hein, la reine de France, qui peut pas l'enquiller, son cousin, voilà. Donc vous êtes dans cette espèce de gros panier de crabouilles, Portomo, qui est le peintre officiel du duc de Florence, est tué au pied de la fresque qu'il est en train de faire dans une église de Florence, je rappelle, hein, voilà. Simplement, alors évidemment, hein, on dépêche une espèce d'enquêteur, hein, pour savoir qui c'est qui aurait tué le grand maître de peinture, sachant que malheureusement il y a une autre intrigue qui se déroule, parce qu'il y a plusieurs intrigues dans ce... D'ailleurs les lettres s'entrecroisent, hein, les intrigues s'entrecroisent dans les lettres. Il y a une autre petite intrigue, c'est que il semblerait qu'un portrait de la fille du duc, qui est quand même une jeune fille, hein, dans une tenue, on va dire, limite, non, indécente, et une position assez indécente aussi, naviguerait sous le manteau. Donc évidemment, vous imaginez bien, tous les gens qui détestent le duc, dans son royaume, enfin dans son duché et ailleurs, veulent récupérer la bestiole pour pouvoir le mettre, lui faire honte, hein, on est bien d'accord. Et bien sûr, casser les alliances qu'il pourrait faire pour un mariage de sa fille. Donc, tout ce petit panier de crabes va naviguer en eau très trouble, et donc ils vont s'envoyer des missives avec des ordres, des contre-ordres, des rapports, Hux ta gueule, non mais je suis obligée, vous êtes insupportable, avec des ordres, contre-ordres, etc. Pour la petite histoire, il a 2 bols d'eau qui sont tout propres, il gueule parce qu'il n'est pas allé mettre la patte dans le bol. Donc il gueule sur le principe, hein, vous inquiétez pas, je le martyrise pas. Et donc en fait, tous ces gens vont graviter. Alors vous avez plusieurs niveaux. Vous avez le niveau politique qui essaye de se faire les coups bas, les plumes vaches. Vous avez le niveau, entre guillemets, des mercenaires qui essayent qui ont eu un ordre et qui vont l'exécuter. Il y a l'enquêteur qui en fait doit résoudre des problèmes, mais bon, il y en a d'autres de soucis par étage, voilà. Et vous avez la guéguerre, entre guillemets, des peintres, des apprentis, des protégés, des mignons, machin, et tout ce petit microcosme s'entrecroise dans ces lettres. Et évidemment, on en revient quand on parle de peinture, surtout à cette époque-là, il y a un maître qu'on va consulter assez régulièrement pour donner son avis, c'est Michel-Ange, qui est vieillissant à Rome, qui s'emmerde mais qui fait son boulot, et qui en plus a un pape très inquisiteur sur le dos, ça commence à le... voilà, et Portomo, etc., c'est quand même ses élèves, donc il a quand même une aura, on le respecte, même si on se demande s'il n'aurait pas eu intérêt à dégommer son élève, bon bref, et donc vous allez suivre dans toutes ces lettres-là. En fait, j'essaie de vous trouver un début de lettre, hein, en fait, pour vous montrer, voilà. Vous avez la date de qui à qui, et alors tout ça est fait avec une plume alerte. Alors, il y a des lettres qui sont très drôles, très
acides où ça s'envoie des saloperies à la gueule sous couvert de oh la jolie plume. Voilà, non, non, mais sérieux. Où les intrigues avancent, et il y en a certaines, c'est ce que je vous dis, c'est aléatoire chez Binet, il y en a certaines, elles n'ont aucun intérêt. Enfin, en tous les cas, elles sont pas du niveau de certaines. Et donc, ça, la tension descend, ce qui fait que, bon, vous le lisez, vous dites, ah bon, ouais, et donc, voilà. C'est ce qui est aléatoire. Mais par contre, il y a des lettres qui sont mais jouissives à la lecture, qui sont très drôles, et c'est ce que je vous disais, je pense que Binet s'est beaucoup amusé à les faire. Les intrigues avancent pas des masses, mais bon, quel est véritablement votre intérêt de savoir qui a tué Portomo, hein, bon voilà, il se moque un peu de certains us et coutumes, la fille du duc est une nunuche absolue, une fangirl débile de première catégorie, qui se fait avoir en long, en large et en travers, vous verrez, franchement, et qui est d'une connerie, mais c'est intersidérale. Donc Catherine de Médicis s'amuse beaucoup, hein, parce que voilà, en plus elle raconte des infos d'une débile qui lui raconte tout, alors il faudrait qu'elle ferme sa gueule. Voilà. Donc il y a vraiment des lettres, des missives qui sont ce qu'elles étaient à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait des petits complots et tout le monde essayait de tirer la couverture à soi ou d'éliminer son voisin. Voilà. Alors, ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas un roman qui fera date. Je vous dis, c'est très aléatoire dans certaines lettres. Je dirais même pas que c'est dommage parce que j'ai pris du plaisir à lire. Moi, j'ai gloussé comme une dinde sur certaines missives. Et puis, pratiquement tout le roman, on cite mon peintre chéri, donc Bronzino, qui est là, en fait. Voilà, qui est dans la lumière, hein, on le voit pas trop bien, mais enfin Bronzino, si les gens, vous connaissez mon amour pour Bronzino, enfin un des peintres que j'adore. Donc voilà, j'étais très contente. Presque toutes les pages, il y avait écrit Bronzino. Moi, j'étais en mode groupie, fangirl, j'étais là, ouh. Ah bah oui, on se refait pas. Hein. Quand on est con, hein, voilà. Donc ça, c'est Perspective, Laurent Binet. Donc j'ai bien aimé, mais comme je vous dis, je le mets là, il faudrait que je rapproche, bougez pas, je rapproche le tabouret de Hux, qui ne va pas du tout apprécier que je rapproche son tabouret, mais que... Voilà. Donc franchement, j'ai bien apprécié, mais voilà, je vous dis, c'est pas du même niveau, les missives, et c'est très dommage. Deuxième que j'ai lu, et là, je peux vous assurer tout de suite, c'est un coup de cœur, c'est... je me suis pris une claquouille absolue, je me suis immergée là-dedans, j'ai adoré, mais vraiment adoré, je vous le recommande vraiment. Ça s'appelle Les naufragés du Wager, donc de David Grann. David Grann est un journaliste d'investigation du New Yorker, excusez du peu. Je rappelle, hein, pas ceux qui ont pensé qu'ils sont journalistes intégrés parce qu'ils ont un blog, une chaîne, un Twitter ou quoi que ce soit, enfin un X ou quoi que ce soit. Non, non, quelqu'un qui a fait une école, qui a une carte de presse, voilà, et qui coupe ses sources, hein, voilà, avant de balancer n'importe quoi. Donc, il revient sur le naufrage, donc je vous le mets en couverture parce qu'elle est magnifique, donc de ce bateau qui est de l'armada britannique, qui s'est passé aux alentours de 1740. Et donc on va suivre une véritable enquête qu'il a fait, il a mené une investigation par rapport aux journaux d'époque, enfin en tous les cas au compte rendu qui avait été fait, aux minutes d'une cour martiale, au journal de bord auquel il a pu avoir accès, aux mémoires des survivants, etc. Donc on est dans cette année-là, il y a un bateau qui part. Je rappelle que la flotte britannique était en bisbille avec la flotte espagnole. Donc ça se tirait la bourre sur les mers, deux gros empires face à face, et donc les galions, etc., essayaient de dégommer certains, et vice-versa. Donc ce bateau part avec d'autres, hein, bien sûr, en expédition, et ils doivent croiser au Cap Horn. C'est le Cap Horn? Oui, c'est le Cap Horn. Oui, tout d'un coup, j'ai eu un doute. Au Cap Horn, et doivent remonter, donc doivent faire tout le tour. Alors, il y a des super cartes. Attends, je vais vous montrer, parce que j'aime beaucoup. J'ai trouvé, c'était... Attends, il faudrait que je vous trouve une... où il y a le truc, le détroit de Magellan. Voilà, là. Celui-là, là. Vous avez, voilà, ils doivent arriver par là.
au large du Brésil, machin, on va faire tout le tour et repartir de l'autre côté du Chili. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que ça va pas du tout se passer par... Voilà, on est d'accord. Et donc le bateau, en fait, va subir, puisqu'on le sait, le Cap Horn, c'est ouh, voilà, va subir tempête sur tempête, avarie sur avarie, on dirait que c'est un gros fait exprès. Euh, en plus, il y a les maladies qui se mettent dessus, donc il y a des gens qui étaient censés commander qui ne peuvent plus commander parce que ils sont malades. Quand il y a une avarie ou une grosse tempête, il y a des morts, donc en fait ça décapite des fois tout simplement le commandement. Donc on repositionne les pions dans les bateaux pour avoir toujours un capitaine, un lieutenant, etc. Enfin quelqu'un qui est un lieutenant de vaisseau, quelqu'un qui essaie de diriger plus ou moins le bateau et les hommes et faire le truc. Et ils vont essuyer une tempête, mais alors le truc monstrueux, pendant des heures et des heures et des heures, qui fait que le Wagger va s'échouer sur cette île, enfin en tous les cas pas trop loin du bord de l'île, et vont s'agglomérer les survivants de ce bateau. Et donc nous, on va suivre la mise à l'eau, la première traversée, les premières distensions entre l'équipage, puis la répartition sur d'autres bateaux, puis le fait qu'il part tout seul, qu'il perd sa flotte, qu'il se retrouve seul face aux éléments, et donc on va suivre les survivants, ce qu'ils vont trouver sur cette île, comment ils vont s'organiser. L'histoire fait que, en fait, presque un an après, vont échouer sur une côte au Brésil des survivants qu'on pensait morts depuis un an, et quelques semaines après vont arriver 3 autres personnes dans une côte sur le Chili qui vont carrément contredire la première version des premiers survivants. Donc ils vont être rapatriés en Angleterre, ils vont passer tous devant une cour martiale parce que en fait en gros ils ont lâché leur bateau, voilà, donc cour martiale. Et surtout, ils s'accusent les uns les autres d'avoir fomenté une mutinerie. En fait, on va les juger et on va la cour martiale va les juger pour l'histoire avec un grand H. Et David Gad nous montre ces gens. Alors, il y en a certains qu'on connaît plus dans le livre, qu'il expose plus, parce qu'il y a des mémoires, parce qu'il y a eu un journal qui a été retrouvé, parce qu'ils ont survécu et qu'ils ont plus ou moins raconté ce qui s'était passé, leur version, etc. Et c'est vraiment un travail, alors c'est un roman d'aventure, d'exploration, de survie, un procès aussi, un livre d'histoire tout simplement aussi, mais c'est tout à la fois, c'est-à-dire que c'est pas un récit comme vous pourriez imaginer un récit qui est fait d'un naufrage, etc. Non, c'est fait sous forme de roman, c'est-à-dire qu'il a mis en scène tous les éléments qu'il avait et il a fait un roman de récits sur ça. C'est vraiment, mais c'est formidable. Il y a des passages incroyable et vous sentez, vous humez, vous avez même l'impression de vous prendre la flotte dans la gueule à un moment donné. C'est vraiment un travail formidable. Il y a 30 pages et je vous invite grandement à vous mettre, alors moi j'ai pas besoin de ça parce que j'ai un double signé, en fait un double marque-page en aimant, donc en fait je mets un petit aimant là et j'en ai un autre pour là, quand je lis, quand il y a des notes de pages, et en fait vous avez 30 pages de notes qui sont extrêmement bien foutues, qui sont extrêmement intelligentes. C'est le principe des notes, quoi. Et en plus qui renvoie à certaines choses, parce qu'à un moment donné, il y en a un, c'est l'arrière-grand-père ou le grand-père de Lord Byron, dont le grand-père, alors après quand vous connaissez Byron, vous savez, parce qu'il en parle d'ailleurs de la propriété de ça, etc. Voilà, donc c'est extrêmement intelligent. Il y a une bibliographie où j'ai couiné comme un goré, parce que je pense qu'il y en a 2 ou 3 que je vais me taper à un moment donné, parce que j'ai trop envie de les lire. Et vous avez ces fameuses cartes à la fin. Voilà, donc vous avez des portraits officiels, de gens qui, avant de partir, ont pris des photos d'eux, etc., des peintures, des trucs comme ça. Vous avez des photos de cette île. Vous avez des reproductions du bateau, de peintures qui ont été faites après de la reproduction de ce Wagger. Voilà, c'est vraiment, je l'ai boulotté, j'ai
adoré ce livre. C'est vraiment la reconstitution, mais elle est éblouissante et captivante, vraiment. Je vous dis, j'ai passé un temps magnifique. Si vous ne connaissez pas l'île Wager, c'est vraiment en bas du Chili, vers la Terre de Feu. C'est vraiment une île coupée au couteau. D'ailleurs, quand on la voit, on se dit putain, mais c'est ouh, pas envie d'y aller moi là-bas. Oui, vraiment, c'est vraiment très austère. C'est vraiment ouais, voilà, et il y a un mont qui s'appelle Hanson, vous comprendrez pourquoi. Voilà, et donc si ça vous intéresse, Les naufragies du Wager, vraiment, c'est un coup de cœur, j'ai adoré, c'est aux éditions du sous-sol. Voilà, et franchement, c'est un beau, aussi, une belle explication de comment il écrit l'histoire. Je vous l'ai déjà dit, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, je vous l'ai déjà dit, l'histoire est écrite très souvent du côté par les vainqueurs, ou en tous les cas ceux qui peuvent témoigner. Et là, on en a une preuve encore une fois. Alors, n'allez pas dire ah, Lisa elle dit que l'histoire elle n'est pas bien écrite. Non, j'ai pas dit ça. J'ai simplement dit que c'est comme ça. C'est la perspective de ceux qui peuvent raconter, ceux qui ont le poids de raconter. Voilà. Si vous êtes mort, vous pouvez pas raconter des masses. Voilà. Mais voilà, c'est une belle réflexion aussi sur l'écriture et comment on écrit aussi une légende. Voilà. Troisième livre que j'ai lu. Alors, c'est un petit livre. Je dirais que c'est un livre d'une vie ordinaire. Voilà. Ça s'appelle Une journée de chien de Sander Collard. Alors, on est vraiment dans une vie ordinaire. C'est un livre du quotidien. Voilà. On est avec Kent, qui... non, Hank. Hank. Enfin, A-E-N-T. Qui est un homme qui a 55-56 ans, qui est solitaire, qui est seul, qui travaille comme infirmier en soins intensifs, qui fait bien son boulot, qui est en surpoids, mais qui est juste heureux d'être tranquille, solitaire. Il demande pas plus en fait, il demande rien, il aspire à rien. Voilà. Juste à faire bien son boulot, à rentrer chez lui et à retrouver son vieux chien qui s'appelle Canaille. Qui est vraiment vieux, hein, il doit avoir 13-15 ans, mais voilà, c'est son seul compagnon, il est content avec lui, ils sont heureux, il n'y a pas de problème. Et un matin, il se lève et puis Canaille n'est pas bien, pas bien le chien, donc il se dit, ah il fait chaud, on va aller promener, peut-être qu'en prenant de l'air ça va aller mieux. Puis en promenant, il voit bien que le chien, il traînouille la papate. Alors il se dit, ah mince, il est vieux, peut-être qu'il n'est pas bien. Et une femme va l'arrêter et va proposer un bol d'eau à Canaille, qui va le revigorer. Et en fait, la discussion très brève avec cette femme va réveiller le papa de Canaille. Voilà. Parce que Henk va être... oui, en fait, il va ressentir à la discussion avec cette femme, à la vision de cette femme, des sensations, des émotions, de petites choses qui vont remonter. Oui, alors je peux pas vous dire ça sur YouTube, vous imaginez bien, c'est là vont me pointer les abrutis. Voilà, il va se ressentir vivant. Voilà, et donc on va suivre le quotidien ordinaire d'un homme ordinaire qui se réveille et qui se réveille à la vie, aux papillons, à tout ce qui fait la vie basique, enfin je veux dire ordinaire, la nôtre, aux femmes, etc. Alors on suit cet homme qui se réveille et se dit que avant d'apprécier le ciel bleu, il faut aussi apprécier les nuages, apprécier le mauvais temps, parce que quand on n'apprécie pas ça, quand le bonheur va arriver, on va pas forcément le voir tout de suite. En plus, on va le prendre pour un truc comme argent comptant, et on va se retrouver quand on aura plus de soucis, on va se retrouver à être malheureux. Voilà, donc c'est vraiment une leçon de vie. Ça fait réfléchir. Ça serre un petit peu le cœur, c'est mignon. Voilà, moi j'ai bien aimé ma lecture, j'ai trouvé que le couple Canaille était mignonné. Pareil, le chien récupère une petite jeunesse aussi, même si on se doute bien que l'issue est pas folichonne pour Canaille à la fin. Mais
Voilà, c'est un très joli petit roman. Je vous dis, c'est un roman de la vie ordinaire, simple, avec des jolis sentiments, avec ce qu'il faut d'émotion, avec bah, la vie, quoi, des bons, des mauvais moments, des réflexions qui peuvent être positives ou négatives. J'ai vu qu'après, il avait gagné l'équivalent du concours aux Pays-Bas. Hein, donc visiblement, il a su toucher au cœur de lecteurs et de jury, etc. Donc voilà, ça s'appelle Une journée de chien, Sander Collard. J'ai rien d'autre à dire, parce qu'en fait, je vous dis, c'est vraiment une vie ordinaire, mais avec un éveil de quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui s'est laissé endormir par la vie et qui petit à petit se dit que bah au final ça serait pas mal de se réveiller, ça serait pas mal d'aller voir son voisin, ça serait pas mal d'arrêter d'être solitaire et d'engager la conversation ou tout simplement de répondre à quelqu'un qui dans la rue va vous parler et qui va pas forcément vouloir discutailler le bout de gras pendant 50 ans mais juste vous parler tout simplement. Voilà. Donc une vie de chien. Ensuite, j'ai lu, ben vous savez que j'adore cette écrivaine, elle s'appelle Louise Eldridge. Donc La Sentence, alors ça fait depuis le milieu des années 90 hein, que je lis Mademoiselle Louise Eldridge. J'aime beaucoup parce que c'est une conteuse hors pair. Voilà. Ce que j'aime dans son écriture, c'est ça. C'est-à-dire que dès le début, moi j'aime les contes, les légendes, les mythes, les machins, et je trouve que j'ai trouvé dès le début ça chez Louise Eldridge. En plus, elle défend une cause, en tous les cas, sa cause à elle, son sang, on va dire une partie de son sang, la moitié de son sang, depuis des années, ouais, des décennies, et je ne loupe pas un roman de Louise Eldridge. Donc j'ai lu La Sentence. Voilà. Alors, en anglais, le titre s'appelle The Sentence, tout simplement. Alors, La Sentence a trois significations en anglais. Le même mot, hein. Sentence, bah, sentence, une sentence, un jugement. Une maxime, un adage. Voilà, on peut dire que, par exemple, un prof a sorti une sentence. C'est pas, voilà, c'est un adage, une maxime. Et le mot, tout simplement, phrase. Une phrase. La phrase. Sujet, verbe, complément. Voilà. Et en fait, nous, dans ce roman-là, le personnage qu'on découvre tout de suite et qu'on va suivre en fil rouge, c'est Touki. Touki, quand on la rencontre des années avant que le roman, en fait, enfin que la grosse partie du roman commence, est arrêtée pour une histoire hallucinante. Elle est mise en prison et elle prend un sacré paquet de nombre d'années. Et sa maîtresse, une maîtresse d'école, va lui envoyer un dictionnaire en lui disant qu'elle, ça lui a toujours été très bénéfique d'avoir un dictionnaire, que c'est un livre essentiel, que si elle devait partir sur une île déserte, elle prendrait ce livre-là. Et quand elle reçoit, la première chose qu'elle va faire, elle va aller voir le mot sentence, voir ce que c'est. Voilà, donc on va développer ce genre de choses. Alors on apprend pourquoi elle a été arrêtée, comment elle a été arrêtée, qui elle voyait quand elle était en dehors, etc. Et on va retrouver Touki des années après. Elle a bénéficié d'une liberté anticipée pour une raison qu'on vous explique. Et elle va reprendre sa vie à main. Donc elle va décider d'aller travailler dans une librairie de Minneapolis, qui est tenue par une certaine Louise, qui est propriétaire, qui s'en va de temps en temps parce qu'elle est écrivaine et qu'elle va faire la promo de ses romans, qui n'est autre que Louise Eldridge. Oui, elle s'inclut dans cette librairie, tout simplement parce que c'est sa librairie, sa vraie librairie. Elle a vraiment une librairie à Minneapolis. Et Touki, donc, travaille. Elle va revoir un homme qu'elle n'avait pas forcément... Enfin, que c'était pas forcément sa came, quoi, mais elle va le revoir, et puis elle va se marier avec. Ils vont faire leur vie tranquillo, vraiment une petite vie tranquille. Et Touki travaille donc dans cette librairie avec d'autres personnes, une librairie qui est spécialisée dans la littérature autochtone, dans la défense des droits des autochtones et de tout ce qui gravite autour. Et un jour, une de leurs clientes, Flora, va mourir, une de fidèles clientes, et elle va rester hanter la librairie, notamment quand Touki est là, et donc on va suivre tous les méandres de tout ça. Alors c'est un livre qui parle, évidemment vous êtes dans une librairie, donc qui parle de littérature, d'ouvrages, d'écriture, de lecture, de lecteurs, puisque c'est une librairie. Il y a plusieurs niveaux de lecture comme les étagères dans une librairie. Louise Eldridge parle bien sûr de littérature, de ce qui fait l'essence de sa vie, c'est-à-dire en tant
auteur et en tant que lectrice, parce que voilà, elle est les deux, comme beaucoup hein, d'écrivains, qui sont pas forcément des super grands lecteurs, mais qui sont des gros lecteurs quand même, hein, voilà. Et qui, voilà, elle parle de ça. Alors, c'est une histoire qui se passe de plus ou moins de nos jours, qui va arriver enfin, qui reprend à peu près, je crois, 2016, qui va arriver jusqu'au Covid, etc. Alors, si vous ne voulez pas lire un livre où on parle de Covid, de masques, de machin, de bidule et tout, voilà, elle en parle, donc je préfère presque, j'ai des personnes qui m'ont demandé une fois, ah mais c'est contemporain, ah il parle pas de Covid parce que moi ça m'angoisse. Bon, moi ça m'angoisse pas, j'en ai rien à foutre. Enfin moi c'est comme je dis régulièrement, les 3 mois de confinement, puisque malheureusement ma maman à l'époque était malade, enfin non, elle était malade, enfin, oui, elle était très malade, bon, puis elle est décédée, donc du coup oui, elle a été malade, elle était déjà très malade à cette période-là. Les médecins, les spécialistes qui la suivaient, d'entrée de jeu, ils m'ont dit, ah, même pas en rêve, vous sortez de la maison, quoi, sinon vous rentrez plus, voilà. Donc les 3 mois que j'ai été confinée, à part pour sortir comme une dinde, bah, comme tout le monde, hein, voilà, pour aller chercher 3 légumes à moins d'1 kilomètre, et j'avais de la chance pour ça, bah, c'est les 3 meilleurs mois de ma vie, hein. Voilà, franchement, hein, voilà, on n'était pas un caractère compatible, on s'est pas disputé une seule fois en 3 mois, ce qui a été carrément incroyable, mais voilà, moi j'ai pas du tout subi ça. Après, plus dans le fait de ressortir et de trouver que les gens étaient de plus en plus cons, voilà. Voilà, quand je suis ressortie, je me suis dit, ah mais ils étaient déjà cons avant, ils sont encore plus cons maintenant. Bon, bon, super, voilà. Déjà que j'étais pas très fan de la foule et de certains peuples, alors là, plus du tout. Mais ça me dérange pas de le lire dans le livre. Alors là, elle aborde plusieurs thématiques. Je vous dis, il y en a à tous les étages. Enfin, tous les étages de l'étagère, enfin, toutes les étagères de la bibliothèque. Elle parle de racisme, mais elle parle pas forcément du racisme blanc-noir qui est prépondérant aux États-Unis, et notamment elle parle de George Floyd, mais qui obscurcit les autres formes de racisme, que ce soit envers les autochtones, envers les femmes, envers les métis, envers les bleus, les roses, les fluos, envers ceux qui sont queer ou pas. Voilà, il y a un entre guillemets racisme primaire aux États-Unis qui gomme tous les autres, alors que les autres sont aussi primordiaux que le débat noir-blanc. Mais bon, comme vous le savez, hein, voilà, c'est vraiment... ils n'ont toujours pas réglé ça depuis l'esclavage et la guerre de sécession. Il va falloir qu'ils s'y mettent. Hein. Bon. Et là, il y a vraiment tout ce que vous voulez. Elle parle des femmes, elle parle de la littérature, elle parle donc du racisme, elle parle des colons, des premiers colons qui sont arrivés et qui ont littéralement pillé dans la culture autochtone ou qui les ont littéralement massacrés, et puis ce côté de renversement de l'histoire de certaines personnes qui, sous couvert qu'elles s'intéressent à la culture autochtone, essaient de se dédouaner en disant non mais moi je vous aime bien, mais bon en fait en gros bah, c'est nous qui avons gagné, mais non mais vous êtes là chez vous, enfin vous voyez le genre de discours un peu cucula, enfin un débat de plafond quoi, on est bien d'accord. Voilà, donc il y a plein de thématiques qu'elle aborde. Moi perso la thématique première n'est absolument pas la littérature, enfin si mais c'est pas les livres, c'est pas le fait d'être une lecteur, enfin voilà, elle assène des phrases qui sont des très jolies phrases, hein, que vous pouvez mettre au fronton de votre porte, mais personnellement j'en ai lu des très largement mieux sur la question. Moi j'ai pris ça parce que pour moi ce qu'elle transmet, c'est de dire attention, le plus important c'est les traditions, c'est les coutumes, c'est les mythes, c'est l'oralité d'une langue, c'est l'oralité d'une culture, d'un peuple, c'est la transmission, c'est vraiment l'héritage, transmettre l'héritage, même oralement, comme font les conteuses, c'est une conteuse, hein. Voilà, que vous soyez, en France on dirait région, que vous soyez de telle ou telle région, vous avez des légendes, vous avez des mythes, vous avez des histoires qu'on se raconte au coin du bois, vous avez une langue régionale, etc. Et en fait, en gros, à son échelle énorme des peuples autochtones, hein, elle dit ça, c'est-à-dire qu'elle dit attention, la transmission c'est le plus important, il ne faut jamais oublier de transmettre, de donner, pour que en fait l'oral
gagne du terrain, même si les livres sont là. À un moment donné, il peut ne plus jamais avoir de livres, mais il reste l'histoire, avec un grand H, les histoires, les traditions, les us et coutumes, la langue, et tout ce qui nous raccroche à notre vie, à ce que nous sommes. Je rappelle encore une fois, de gommer le passé, c'est vraiment très con, parce qu'en fait, vous gommez toute votre lignée derrière. Alors, il y a des gens qui réfléchissent pas à ça, quand ils disent oui, mais bah oui, mais si tu gommes ce qui s'est passé sur certaines périodes en disant oui, mais eux, ils étaient comme ça, comme ci, comme ça, bah, à la rigueur, tu craches à la gueule à tes ancêtres, quoi. Bah, je suis désolée, tu serais pas là sans eux, hein, donc voilà. Et franchement, moi j'ai bien aimé ce livre pour ça, voilà. Après, il y a des listes de livres. Alors moi, ça m'a fait plaisir parce qu'il y a des listes de livres, par exemple les romans courts, j'ai vu que j'en ai vu pratiquement lu les plus des trois quarts. Bon, après, il y en avait certains qui m'avaient été recommandés parce que j'ai une de mes copines aux États-Unis qui est mariée avec un autochtone, on va dire, enfin qui est moitié-moitié. Comme Louise Eldridge. Voilà, donc elle est baignée dans ce genre de culture. À la fin, il y a des romans, enfin, il y a des listes de livres aussi. Pareil, il y en a certains que j'ai lus. Je me suis dit, ah, j'ai même lu. Alors, la fille groupie. Ah non, mais la fangirl, attitude, la fille qui fait oh, j'ai lu les mêmes livres que Louisa. Voilà, voilà, ça c'est fait, donc instant débilus, c'était moi. Voilà, non, non, mais franchement, j'ai bien aimé. Après, ce n'est pas un coup de cœur. Louise Ulrich est capable de beaucoup mieux, mais ça reste une conteuse parce que de temps en temps elle est une conteuse et comme tous les contes ça s'éparpille et quelquefois moi j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient trop longs et qui étaient nécessaires pour son histoire mais qui étaient pas voilà qui me passionnaient pas et donc bah voilà j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé mais je vous dis c'est pas son meilleur, mais par contre, moi, ce que j'en ai retenu de la transmission, que ça soit l'héritage culturel, linguistique, photographique, livre, machin, enfin voilà, moi j'ai été élevée là-dedans. Moi, on m'a toujours dit, tout ce que tu vas hériter, que ce soit les livres, les photos, les tableaux, même les bibelots, les merdes, les trucs à poussière, là, bah, tu les gardes parce que ça vient de l'arrière-arrière-grand-tante, grand-mère, machin, et c'est des gens qui se sont débrouillés à le transmettre. Voilà, c'est comme les cahiers de cuisine qui datent de presque plus d'un siècle chez moi. Voilà, je les garde précieusement parce que on m'a transmis, on m'a donné, en fait, c'est comme un relais sur un stade, on vous transmet le bâton et vous gardez le bâton pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Voilà, mais c'est l'humanité, hein. Sans ça, nous ne sommes rien que des robots, hein, sans mémoire et sans rien. Voilà, donc c'est comme ça. Donc la sentence donc, de Louise Eldridge fut donc le quatrième. Ensuite, cinquième, et là on attaque les deux autres coups de cœur, hein, on y va, vous allez voir, ça va durer 3 heures cette... C'est vrai que j'ai pris un temps fou à vous expliquer les 9 autres, donc du coup c'est vrai que... Bref, coup de cœur aussi pour Au bon vieux temps de Dieu de Sebastian Bareilles. Donc ça c'est chez Joël Losfeld édition. Louise Eldridge, j'ai pas dit, mais c'est chez Albin Michel. Et Collard, c'est chez Héloïse Ormesson. On se trompe jamais. Hein, alors chez Héloïse Ormesson comme chez Joël Losfeld, on se trompe pas. On a toujours des très bons. Alors c'est vraiment Sébastien Bareilles a une plume. Moi qui me suis ôté un mois. Il a un coup de plume qui peut être très bien tranchant. Alors on est, mais je vous dis c'est un coup de cœur parce que franchement waouh quoi. Alors il faut avoir quand même une certaine sensibilité ou je le dis tout de suite, c'est un livre qu'il ne faut pas lire en traviole. C'est pas un livre que vous devez lire en lisant autre chose ou en écoutant la radio. C'est un livre que vous devez lire avec l'esprit ouvert et une certaine bienveillance. Et je vous dis pas en diagonale, pas rapidement, parce que bon, je vous explique. On est en présence de Tom, qui est un jeune retraité, qui est policier, qui vit en Irlande, dans la banlieue de Dublin. Il est tranquillo, isolé, tranquillou bidou, il veut pas qu'on l'emmerde, il est bien, tranquille, tout seul, sans personne. Il aspire à rien que d'être tranquille. Alors on comprend par petits flashbacks qu'en fait il a
il a perdu ses 2 enfants, qu'il a perdu sa femme, donc il n'a plus rien dans sa vie, mais il veut plus rien d'autre, voilà. Jusqu'au jour où ses collègues, ses anciens collègues flics, vont venir le voir parce qu'il y a une affaire qui les turlupine un peu, il voudra en parler avec lui, surtout qu'il a travaillé sur une affaire qui serait un peu similaire. Donc au début, il n'est pas très content, il n'a pas du tout envie de replonger, mais bon, il dit bon, allez, je vais les aider, machin. Et il va se retrouver face à face, enfin, façon de parler, avec un prêtre, qui va d'ailleurs être retrouvé mort, et c'est un prêtre qui va lui faire remonter le passé, enfin, leur passé à sa femme et à lui, mais en boomerang dans la gueule. C'est-à-dire qu'en fait, on va apprendre par flashbacks, qui sont d'ailleurs assez crus, mais en fait, il appelle un chat un chat. Voilà. Moi, j'ai pas trouvé que c'était glauque. J'ai trouvé que c'était juste ce qu'il fallait dans les descriptions et dans les mots qu'il employait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on appelle un chat un chat. Voilà. Quand il y a une description que sa femme lui explique quand ils sont jeunes mariés de ce qu'elle a subi comme viol par ce prêtre pendant des années et ce qu'il a pu lui infliger quand elle était toute petite, qu'elle avait 5-6 ans, elle le dit avec ses mots d'adulte, mais elle appelle un chat un chat. Enfin, je veux dire, elle fait pas un truc d'image. Elle appelle un chat, ce qui est normal. Et en fait, on apprend par un flashback que lui a eu une enfance difficile dans les orphelinats, qu'il a été maltraité. Elle a été maltraitée, violée. Enfin bref, ils ont eu une enfance absolument sordide. Et toujours entre les bonnes sœurs et les prêtres, vous savez, le scandale que ça fait sur l'église d'Irlande. Pendant des années, ça continue encore. Et donc, il va avoir cette enquête de cet homme, enfin de ce prêtre qui est retrouvé mort, dont on se dit, ah, il n'était pas loin pourtant quand il est mort, machin. Et donc, on va suivre. Barry nous entraîne dans la tête de Tom. Et en fait, on est dans la tête de Tom tout le long. Et c'est pour ça que de temps en temps, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention parce que dans sa tête, à un moment donné, pour éviter d'exploser, on comprend bien que si il fait pas ses errements, ses égarements, qui change pas de sujet tout d'un coup en nous parlant d'un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute, sinon, s'il fait pas ça, il explose en vol. C'est-à-dire que c'est tellement une pierre dure dans son cœur d'enfant humilié, brisé, martyrisé, qui a toujours ce gamin humilié, tapi quelque part, qui est prêt à lui sauter à la gorge et revenir un soir de mauvais temps. Que tous les errements qu'il fait, bah vous, ça vous touche encore plus, parce que vous vous dites, mais en fait, c'est son seul moment, enfin c'est ses seules barrières de protection. Voilà. Donc c'est un roman qui est très dur, qui parle, bah oui, d'enfance maltraitée, etc., mais qui parle surtout aussi, parce que en ce moment de grands mots, résilience, il faut être résilient, il n'y a que la résilience, il faut parler, machin. Ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est que les personnes dans leur enfance qui ont subi ce genre de traumatisme, même s'ils arrivent à l'âge adulte à assumer, quel que soit s'ils sont passés chez un psy ou s'ils sont arrivés tout seuls aux épaules, il faut avoir les épaules pour être seul. Il y a peu de gens qui arrivent à être seuls, alors je dis pas seuls une journée, 2 jours, hein, voilà, il y a des gens qui sont seuls toute l'année, qui ne parlent pratiquement à personne pendant des semaines parce que ils connaissent pas leurs voisins, ils ont plus de famille, les gens dans la rue n'en ont rien à carrer, ils rentrent seuls, ils sont seuls face à eux-mêmes, etc. Alors des fois ils ont un chien ou un chat parce qu'ils se disent tiens, ou un poisson rouge parce que c'est une présence, mais ils sont seuls, voilà. Et quand vous êtes seul, vraiment seul face à vous-même, ça a dû arriver à toutes les personnes qui sont derrière cet écran, à vous. Un jour dans votre vie, vous avez été seul face à vous-même, que ce soit face au miroir, face à quelque chose qui est un événement où vous étiez seul à gérer, à un moment où vous étiez seul dans votre vie. Et je mets au défi quiconque, si vous avez un minimum de démons ou qu'il vous arrive quelque chose, ou qu'il y a quelque chose que vous traînez comme un boulet, des réflexions, des petits trucs, des pics qu'on a fait chez vous, dans votre famille, des trucs à l'école, etc. Je vous mets au défi de me dire honnêtement que jamais cette personne-là, enfin ce petit sentiment-là est arrivé à vous attraper un peu, vous savez, comme Alien, la bestiole qui arrive sur le visage, voilà, qui vous a sauté à la gorge et que vous vous êtes retrouvé face à vous-même seul
Et à ce moment-là, vous pouvez basculer dans quelque chose. Voilà. Il faut avoir les épaules. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir les épaules pour rester seule. Ça m'est arrivé de rester 2-3 semaines sans voir personne et à parler à personne. Meilleure amie pourra témoigner si elle le veut, c'est vrai. Ça m'est arrivé de ne croiser personne pendant un mois ou un mois et demi, à avoir une conversation des fois par semaine qui dure 5 minutes. Et encore, quand j'avais pas de portable en Dordogne, bah, si je sortais pas de chez moi, je ne voyais personne, surtout l'hiver. Voilà, mais il faut avoir les épaules pour parce que vous êtes seul face à vous-même. Et là, bah, il parle de ça, c'est-à-dire qu'il met en lumière le fait que dans le repli du cœur, il y a toujours ces enfants qui ont été cassés, brisés, et même s'ils se relèvent, même comme lui, dans Tom qui rencontre June, deux enfants brisés qui vont s'aimer et arriver à se soutenir l'un l'autre et avoir une jolie vie ensemble, à former une famille, à se reconstruire complètement, mais il y a toujours ce petit truc là qui reste derrière. Voilà. Après, il y a aussi le fait, et ça c'est... Moi j'ai vu le reportage d'Emmanuel Béard, qui est pas facile à enquiller. C'est la vérité que la société actuelle depuis quelques décennies n'écoute pas les gosses. Voilà. Alors je dis pas les adolescents, je parle des enfants. Un enfant qui a 2, 3, 4, 5, 6 ans ne peut pas inventer certains mots, ne peut pas inventer certains gestes, sauf si évidemment ça a été orchestré, mais ça les psychiatres, pédopsies, même les policiers, honnêtement, ou même vous, vous arrivez à savoir si c'est des mots qui ont été mis dans la bouche d'un enfant, parce que un enfant ne parle pas comme vous et moi. C'est pas possible. Voilà, il s'exprime avec ses petits mots. Euh, et en fait, de ne pas écouter les enfants qui vont dire quelque chose, ça va être très compliqué. Ne pas oser dire quelque chose parce que vous pensez que les gens, enfin vos parents ou les gens qui vous élèvent vont vous détester, que vous allez peut-être... vous allez entendre quelque chose qui dit ah oui non mais tu te rends compte si ça nous arrive à nous dans la famille, la honte, les voisins, etc. Et ça peut empêcher un enfant de parler parce que il va se dire ah non mais moi je veux pas ça pour mes parents ou pour ma famille donc non je me tais. Et ça pousse à avoir ces vies qui vont être gâchées parce qu'à un moment donné, il y a quand même quelque chose, il y a une fissure à l'intérieur, une fissure qui est très compliquée à combler. Alors on comble, là, il y a des gens qui comblent très bien en remuant du vent toute leur vie, et puis je vous dis, un jour, quand ils vont se retrouver seuls face à eux-mêmes, ça va pas être la même chose. Voilà. Donc Sébastien Barry, au bon vieux temps de Dieu, bon, hein, on est bien d'accord que l'Église en prend 2 ou 3 tapés. Voilà, donc franchement, c'est vraiment un très bon livre qui peut, je vous dis, qui peut égarer si vous prêtez pas cas, si vous lisez en diagonale ou si vous ne comprenez pas que vous êtes dans la tête de Tom et qu'il est en train de s'égarer pour pas se perdre. Voilà. Après, pas tout le monde a une sensibilité ou comprend ce genre de choses. Donc, bon, après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas du tout, et puis qui n'aient pas du tout envie de lire ça parce que, bah, justement, ça les met face à certains démons qui n'ont pas envie d'affronter. Et alors, oh, oh, oh là 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 là, voilà qu'il est content, Lisa. Alors, il y a des livres comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans une vie, qui où vous savez que vous allez être marqué. Où vous savez que dans 15 ans, vous aurez toujours le livre sur votre étagère, que quand vous allez faire vos cartons, ce livre-là sera forcément dans un carton avec lequel vous partirez. Il y a des livres comme ça, voilà. Et celui-là, c'est un bijou. Voilà. Donc, alors, j'ai une de mes copines qui parle finlandais, qui est suédoise, mais dont la lignée est finlandaise, qui m'a traduit. Parce que, alors, je sais pas comment on prononce, elle m'a dit, mais... va me tuer l'autre. Alors, ça, en vérité, c'est... comment ça s'appelle? Elle m'a dit, hein, le titre, c'est... Alors, je le dirai pas en finlandais, hein, c'est Kulta Rinta, ça se prononce pas, c'est pas du tout ce que j'ai dans l'oreille quand elle m'a dit. En fait, voilà. Qui est traduit en finnois, qui peut se traduire par sein d'or, poitrine en or. Poitrine, sein. Voilà, pas sein.
pas Dieu, hein, voilà. Donc ils ont traduit par Gorge d'or, ce qui est pas faux, hein, voilà. Mais voilà, je lui ai demandé si elle avait lu, elle m'a dit, ah, il est magnifique, tu l'as lu? Je dis, oui, oui, alors tu vas pas trop m'en parler parce que je commence à peine, alors on va se calmer. Voilà. Donc, Gorge d'or de Annie Kitomaki, donc c'est une jeune auteure finlandaise. Donc c'est chez les rues de l'Échiquier. Alors, si vous connaissez rue de l'Échiquier, vous avez vu la taille de la bête. Taille de la bête. Taille de la bête. Taille de la bête. Et alors, taille de la bête. Ah, tout petit, des petites manches. 615 pages. Je les ai dévorées. J'ai bouffé le bouquin. Enfin, bouffé, tout est relatif, hein, j'ai pris le temps quand même. Parce que c'est... Mais c'est un bijou, ce truc. C'est pas vrai. Tout est beau. Je sais même pas comment je vais faire pour vous expliquer, à part vous dire allez le lire. Ça parle. Comment, qu'est-ce que je. Alors, c'est à la fois. Ça parle à la fois d'une naissance d'un pays, de relations humaines, de faune et de flore. Ça parle aussi de la trajectoire historique d'un jeune pays, comment ça s'appelle, de personnes, le tout enrobé par une écriture. Voilà. Alors, on est en Finlande entre 1903 et 1937. Donc, vous voyez voilà, à peu près 3 décennies, un peu plus. Et on est en présence de plusieurs personnages, forcément, hein, sur 30 ans. Donc, principalement au début, on rencontre Eric, qui est un petit garçon, qui vit sur une exploitation forestière qui est gérée par son père, dont la maman... alors, on comprend vite hein, que la maman est alcoolique et qu'elle n'est pas très heureuse. Mais lui, tout ce qu'il aime, c'est la faune et la flore. Il aime la Finlande, ils sont dans le nord de la Finlande, en fait, voilà, il y a toute une description. Alors, je vais être embrouillée, hein, mais les paragraphes de description de nature ou de faune et de flore se marient sublimement bien avec les moments où les personnages interviennent. C'est imbriqué d'une façon vraiment formidable. Et on va suivre donc Eric, ses parents, quand il grandit, comment il rencontre Lydia, qu'il avait déjà croisée auparavant, on le comprend, quand il était plus jeune. Et puis il apprend des pans de son passé, et puis ils se marient, et puis ils ont des enfants, etc. Voilà, la vie, quoi. Mais entrecoupé de la vie de la Finlande, de l'histoire de la Finlande. Principalement, moi, quand j'ai vu 1917-1918, j'ai fait ouh, j'y vais. Parce que 1917, c'est l'indépendance de la Finlande. Finlande qui était dans l'empire du tsar, hein, qui était l'empire impérial de Russie, qui est devenue indépendante en 1917. Et il y a eu une guerre civile de quelques mois en 1918 qui a fait plus de 36 000 morts. C'est une période que j'avais beaucoup étudiée parce que je suis, comme vous le savez, j'adore l'histoire de l'URSS, de la Russie surtout, et de l'URSS. Et en fait, j'ai vraiment la période début du siècle jusqu'en 1922 de la Russie, entre 1905 et la première genre révolution, et 1922, c'est vraiment une période qui me plaît beaucoup. Et forcément, quand vous vous intéressez à cette période-là, tous les pays qui étaient sous l'empire du tsar vous intéressent. Et la Finlande m'intéresse. En plus, comme je vous l'ai dit, j'ai une de mes amies qui est de base finlandaise, donc du coup, elle m'en a parlé. Parce que ses grands-parents, ils avaient entendu parler de leurs parents ou ils en avaient vécu. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et tout le long, vous savez la sensation, si vous l'avez eu, quand vous avez lu Le parfum de Swepskin, c'est ça. C'est-à-dire vous humez, vous sentez, vous pouvez toucher la mousse ou le ciel ou les cimes, tellement c'est bien décrit. Les sentiments, vous les ressentez. La peur, vous la ressentez. Le bonheur, vous le ressentez. Le malheur, vous le ressentez. Tout ça sur 615 pages. C'est un bijou. C'est un livre en or, quoi. Voilà. Je sais même pas comment expliquer ça autrement que c'est une délectation à lire.
Voilà, l'histoire, comme je vous dis, se marie avec la faune et la flore. À un moment donné, on est dans la Finlande du Nord, cette Finlande rude avec des conditions extrêmes, avec une culture, par exemple, bon voilà, il y a quand même ces différentes peuplades aussi, notamment on connaît les Samis qui se font massacrer aussi, mais voilà, il y a toutes ces terres, puis il y a la rudesse du début de ce siècle, du 20e, où il y a le début du chemin de fer, il y a l'exploitation forestière, et puis il y a les gueux, enfin les paysans, il y a les gens des villes, et puis il y a cette envie d'aller en ville pour gagner mieux sa vie, mais qui n'est pas forcément la meilleure solution aussi pour certaines personnes. Voilà, tout ça, je vous dis, dans une description, que ça soit des personnages, que ça soit des émotions, que ça soit de la nature, des animaux, du paysage lui-même, de la description de la décoration d'une maison, que ça soit la décoration d'un train, ou même les rails, voilà, ou même quand on perce, on fait une creusée pour mettre un train, enfin pour mettre des rails, etc. Il y a tout ça dans ce roman. Ce roman est véritablement... vous arrivez à la fin, vous êtes essoufflé parce que tous les personnages, vous n'avez pas du tout envie de les quitter, hein, c'est hors de question. Euh, et c'est un magnifique plaidoyer, alors non seulement pour la Finlande, mais surtout pour la nature, pour la préservation de l'espace de nature. C'est pas un truc écolo en disant il faut tous être vegan, machin. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est juste on vit en harmonie avec la nature. La nature nous tolère. Donc arrêtez de faire des conneries. Essayons de protéger les espaces qu'on a encore qui sont verts. Essayons de les préserver au mieux et peut-être d'en mettre un peu plus. Parce que c'est pas elle crache pas sur la mondialisation, elle crache pas sur l'urbanisation. Elle dit simplement on a des espaces à préserver. On n'en a pas encore trop, enfin, il y en a beaucoup trop qui sont partis, mais il y en a encore. Donc, vraiment, tout sur Terre a une utilité. De la plus petite bestiole par terre, sous terre, là, qui creuse son terrier, que personne ne voit, jusqu'à nous. Voilà. Toute la chaîne est essentielle. Tout ce qui est sur cette planète est essentiel, sinon ça ne serait pas là, je rappelle. Voilà. Tous les animaux, toutes les fleurs, les trucs, tout le monde a une utilité. Bah, sinon, ce serait pas, bah, ça serait pas là. Hein, voilà. Tout ce qui n'est pas utile bah, meurt. Hein, voilà. Donc la preuve, l'homme meurt, les arbres pas trop. Vous voyez qui c'est qui est utile. Moi je dis ça, je dis rien. Il y a des arbres qui vivent 400 ans, hein, les êtres humains pas du tout. Donc vous voyez la différence entre l'être humain et l'arbre. Voilà, voilà, ça c'est fait. Voilà, mais non, je plaisante, mais enfin je plaisante pas d'ailleurs, mais c'est vraiment une pure merveille. D'ailleurs, je crois qu'ils ont gagné, elle a gagné le premier prix du premier roman en Finlande. Et elle était en lice pour le Goncourt, l'équivalent finlandais. Je ne sais même pas si elle n'a pas gagné, ou en tous les cas, elle était en lice. Pour 3 ou 4 prix, elle a pris des prix partout. Elle a pris le roman. Alors, mon amie m'a dit, elle a gagné le roman, le prix du roman. Alors, c'est un prix qui détermine que ce roman peut être lu à l'étranger, qui peut sortir des frontières, en gros, qui pourrait être compris à l'étranger. Bah, tu m'étonnes, oui. Donc, ça va être Gorge d'or. Je sais, j'ai été très maladroite sur ce, euh, ce livre, mais il y a tout. Il y a le réalisme, il y a le mystique, il y a tout, il y a tout. Alors, si vous ne connaissez pas la Finlande, vous allez peut-être pas être... oh si, ça va vous envoûter. Voilà. Moi perso, c'est un pays qui me botte beaucoup, hein. Voilà, mais qu'est-ce qu'il est beau ce livre, mais non, mais c'est un bijou. Voilà. Alors, c'est sûr qu'il atterrira dans le top 15 de la fin d'année, et pour l'instant, honnêtement, de tous ceux que j'ai lus, s'il n'est pas premier, il sera peut-être que deuxième. Mais euh, voilà, je laisse décanter parce que j'en ai lu quand même un autre qui il est mais ça sera à la fin de l'année quand je les aurai en main. Je les relis pas, hein, mais quand je les aurai en main, les sensations qui vont me revenir tout de suite. Voilà. Mais celui-là, c'est oh mon dieu, c'est un bijou. Annie Kitomaki, Gorge d'or.
chez la rue d'Échiquier. Mais allez-y, quoi. Je vous le dis, hein, rarement je vous dis que je sais même. Voilà, quand je bégaye sur un livre, vous savez très bien que c'est un livre que je peux pas expliquer parce que c'est viscéral. C'est. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai lu au mois de septembre. Attendez, je fonce dessous, je vais m'éclater la gueule. Dans 2 minutes, je vais tomber, vous allez voir. Je vais tomber sur Chouchou qui est dessous moi. Voilà, il s'est calmé, vous avez vu, il a bu, il s'est aperçu que l'eau était propre. C'est un dictateur ce chat. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai lu au mois de septembre, hein, c'est quand même pas mal. Hein, excusez-moi du peu quand même. Vous allez me dire 6, mais enfin vous avez vu les pavasses que ça peut être pour certains, ça va aller, ça me va. Voilà. Oui, en ce moment je lis moins en nombre, mais je lis autant de pages, j'ai vérifié. D'ailleurs, je suis allée voir sur Livre Addict, chose que je fais jamais, mais je suis quand même allée voir. Je me suis dit, ah ouais, quand même, punaise, tu te débrouilles bien. Et bah, je suis contente. Voilà. J'ai 2 coups de cœur et un bijou. Et puis les autres étaient vraiment bons. Donc écoutez, Perspective, Les naufragés du Wager, Une journée de chien, La sentence, Au bon vieux temps de Dieu. Et donc le bijou, Gorge d'or. Voilà. Ça c'était pour le mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y en a certains qui vous intéressent, que vous avez lu, que vous n'avez pas lu, que vous aimez pas, que vous voulez pas lire, que vous avez lu que c'est nul et que je suis une daube. C'est pas un problème, vous avez le droit de le faire dans les commentaires. Dites-moi si parmi les 9 que j'ai présentés au début, il y en a certains qui vous intéressent. Où vous vous dites ah ouais, j'aimerais bien le lire avec toi, voilà. Alors vous savez que je suis pas une fan de lecture commune, mais si on fait une lecture commune libre, c'est-à-dire que chacun lit à sa sauce et on se donne rendez-vous toutes les fins, par exemple tous les 2 jours, en se disant alors jusqu'où tu es allé, ah bah oui moi là, donc toi là, bon on s'arrête là, et donc on papote, mais bon voilà. Ou si vous les avez lus et que vous me dites oui oui oui, vas-y tu as raison, c'est un bon livre, il faut y aller. Voilà, je prends les avis, hein. Je rappelle, je suis pas. Voilà, j'ai le droit. Après, j'ai le droit aussi de vous dire non, je fais un peu ce que je veux, mais je discute de livres et on est là pour discuter de livres. Voilà. Prochain de vidéo, c'est quoi la prochaine vidéo? Ah bah mais si, c'est la pile à lire des grenouilles, enfin des citrouilles, des citrouilles. Non, c'est la pile à lire d'octobre. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai ma liste du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai pas fait une vidéo dédiée parce que comme Gimose a sorti fin du mois d'août, enfin vraiment fin du mois d'août, début septembre, sa pile à lire, parce que ça va du 3 septembre au 3 décembre. Enfin, c'est consigne. J'avais déjà fait ma pile à lire de septembre, puisque c'était la rentrée littéraire que vous venez de voir, et j'avais déjà fait ma pile à lire d'octobre, pas assez exceptionnellement, c'est parce qu'en fait, cet été, j'ai reçu comme cadeau 2 livres d'outre-Atlantique et que je vais lire, et donc 4 que j'ai trouvé dans un, enfin que j'ai trouvé dans un espèce de vide-grenier, brocante, machin, etc. Il y en a un qu'on m'a offert, et 3 que j'ai acheté pour prix dérisoire. Et cet été, il y a eu des lives, et pendant les lives, on a parlé d'un roman que j'avais déjà lu et que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai eu envie de le relire. Je l'ai retrouvé dans la bibliothèque et je l'ai rembarqué. Voilà. Donc ça, je vais vous le montrer. La vidéo sera en 2 temps. La pile à lire d'octobre et le Pumpkin Autumn Challenge, où je vous mettrai peut-être les vignettes uniquement des livres que je vais lire, parce que en fait, vous avez déjà vu ceux de septembre. Vous allez voir juste avant ceux d'octobre. Il n'y aura que ceux de novembre. Donc peut-être que ceux de novembre, je vous les mettrai en, en petite photo, ou pas, puisque vous verrez la pile à lire de novembre qui sera le Black November. Donc en gros, voilà. Alors il n'est pas au jour où je tourne. Nous sommes donc le 30 septembre. Je vais tourner les 2 à la suite, hein, donc vous aurez la même tranche. Si je vais mettre des citrouilles dans les cheveux, histoire de... ouais, enfin, d'être débile, quoi. Donc les barrettes sont là derrière, c'est tout. Mais sinon j'ai déjà les livres et tout, parce que bon, demain je ne peux pas, et après je travaille, et il y a les mistinguettes là qui gueulent toute la journée, enfin les soirs, donc c'est l'enfer. D'ailleurs ça va pas tarder que je déplace, parce que ça va rentrer de promenade, donc ça va gueuler. Donc honnêtement, voilà, c'est véritablement les vidéos. Après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura le programme culturel. Et la vidéo thématique slash podcast sera sur Alexandre Solzhenitsyn et le Goulag, sachant qu'il y aura plus de podcasts sur ma chaîne SoundCloud, parce que là déjà celui que j'ai fait,
il va durer 4 plombes comme science-fiction. Mais bon, je suis désolée, si vous faites une thématique, il faut ratisser large et que ça soit, on va dire, le plus exhaustif possible, hein. Si c'est pour lire la fiche Wikipédia, ça m'intéresse pas. Donc là, j'ai fait quand même pas mal de recherches. J'ai cherché dans mes livres d'histoire surtout. Voilà, donc j'ai fait une synthèse. Alors, allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je pense que vous avez vu peut-être le live de jeudi soir, qui était bon, qui est en replay ici. Donc, n'hésitez pas à aller le voir et à aller mettre des trucs. Et comme dirait une de mes consoeurs de YouTube, arrête de partir sans dire mettez des petits pouces, mettez des commentaires et mettez des cœurs et des likes parce que ça aide la chaîne. Et elle m'a dit n'oublie pas de remercier ceux qui sont partis. Elle m'a fait rire. Oui, parce que j'ai eu une fuite, pas des cerveaux, hein, parce que je pense que c'est pas la peine, mais j'ai eu une fuite d'abonnés. J'ai perdu 20 abonnés en l'espace de, allez, on va dire 4 jours. Je pense que certaines vidéos sur la beauté, la science-fiction leur a pas plu parce qu'on voyait pas ma tronche sur la science-fiction, j'en sais rien, ou alors ils en ont rien à carrer. Mais c'est très rigolo, quoi, voilà. Et donc je lui ai dit, ben c'est pas grave, tout ce que je perds, tu le gagnes, donc c'est les vases communicants, donc c'est très bien, voilà. Mais voilà, mais comme diraient certains fidèles, moins on est de fous et plus on est fidèles nous, voilà. Donc en gros, c'est pas grave, mais j'espère que ça vous a plu, et puis si ça vous plaît pas, bah, vous pouvez vous être désabonné, hein, de toute façon, que j'arrive à 400 ou 300, vous m'aurez pas. Je veux dire, je pense que le but, comme gentiment m'a dit quelqu'un en MP, ah mais tu as vu, tu perds plein d'abonnés, tu devrais t'arrêter. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que j'en ai rien à carrer de ce que vous voulez faire. C'est pas en me vous désabonnant et en me faisant ce genre de choses que vous allez me saper le moral, parce que j'ai une tête de con, comme disait ma mère. C'est-à-dire que, en fait, en gros, je n'ai jamais fait qu'à ma tête. Voilà. Et si un jour, comme je l'ai dit, je n'ai plus envie de faire des vidéos parce que ça ne m'amuse plus, parce que j'ai plus envie de faire des vidéos, parce que ça me prend trop de temps, parce que j'ai plus rien à vous dire de livres, ou que je vois que non, finalement, enfin je lis des livres mais ça c'est pas top, ouais ça va, j'arrêterai. Voilà, vous avez vu, la semaine dernière il n'y avait pas de vidéo parce que j'avais rien à faire comme vidéo. Je n'allais pas sortir une vidéo cucul la praline, donc j'ai ressorti une vieille vidéo pour faire rire les gens, etc. Sur vous savez, le chat communauté là. Mais donc il n'y a que ma communauté qui l'a vu. Mais j'allais pas faire une vidéo style je vais faire une vidéo sur les canards, ou sur mes grenouilles, machin, ou sur mes citrouilles, ou sur mes petits lapins, ou enfin, tout ça pour combler, parce qu'il faut que tous les mercredis vous sortez une vidéo. Bah non. Voilà. Donc je fais les vidéos pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir. Voilà. Donc c'est ça. Allez, cœur sur vous, bisous bisous, les pouces, les commentaires, enfin vous connaissez le truc. Oh merde, je déteste ça, on dirait que je suis une vendeuse sur le marché, c'est insupportable, mais bon, que voulez-vous, il semblerait que ça marche. Voilà. Pouce. Oh, ça s'améliore pas chez Lisa. Bon, allez, va mettre tes citrouilles,